Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis Yemele Fometio, je suis le président du parti politique camerounais Limara, entendez Ligue des masses pour la Renaissance africaine. Je dirige également l'organisation panafricaine Ligue associative africaine. Vous pouvez nous suivre sur notre site web www.liga.org ou bien vous pouvez tout simplement aller à un moteur de recherche, mettre Ligue associative africaine, le premier résultat sera le nôtre. Vous pouvez également nous suivre dans nos pages YouTube et dans notre chaîne YouTube, dans nos pages Facebook et à TikTok et autres. Aujourd'hui, nous allons faire le résumé d'une œuvre, d'un ouvrage. Il s'agit de Le mouvement nationaliste au Cameroun. C'est un ouvrage de Richard Joseph qui retrace l'origine de la guerre d'indépendance du Cameroun. Donc, c'est un ouvrage assez capital, assez déterminant pour comprendre notre pays, pour comprendre où on est actuellement, comment on a fait pour arriver à ce niveau. Et il y a 3 ouvrages phares que tout Camerounais devrait maîtriser. Il y a le mouvement nationaliste au Cameroun, il y a Cameroun, une guerre cachée aux origines de la France-Afrique, Thomas Deltombe, Jacob Tatita, Emmanuel Domecq. Il y a également Mengba sur le Cameroun de Mongo Betty. Aujourd'hui, nous parlons de le mouvement nationaliste au Cameroun de Richard Joseph. L'auteur, bien évidemment, comme je disais, est Richard Joseph. Il est nigérian. Et cet ouvrage est paru sous le nom de Radical Movement in Cameroon. En anglais, si on voulait traduire en français, ça devait être le mouvement radical au Cameroun, mais on a traduit en français par le mouvement nationaliste au Cameroun. Donc, avant de commencer son œuvre, on entre directement dans l'œuvre. Avant de commencer son œuvre, Richard Joseph brosse en chapitre 1 l'arrière-plan historique et politique du Cameroun. Donc, il essaie d'étudier les grands peuples et la situation politique qui a conduit à cette guerre d'indépendance. Donc, il commence par préciser le cadre de cette étude, puisqu'il dit que cette étude est consacrée au Cameroun francophone. Donc, il ne s'agit pas du Cameroun anglophone, il s'agit plus précisément du Cameroun francophone, qui couvre une superficie de 431 206 km² et pour une population à l'époque, puisque cet ouvrage est rédigé à l'époque de 3 115 000 Africains et 12 500 Européens. On est en 1954, ce sont les chiffres de 1954 et qu'il donne pour la population camerounaise. Donc, il précise bien que cette étude, en plus d'avoir précisé le cadre géographique, il précise que cette étude touche les grands groupes humains qui ont joué un rôle important dans la guerre d'indépendance du Cameroun, dans ce qu'on appelle le mouvement nationaliste au Cameroun. Et il commence par présenter ces différents groupes. Donc, il commence par présenter le groupe le plus important à l'époque, et les Bamileke, qui étaient les plus nombreux. Il précise que le groupe le plus important, ce sont les Bamileke, qui habitent les hautes terres de l'Ouest. Bien sûr, il précise le territoire Bamileke, montre que le territoire Bamileke couvre une superficie d'à peu près 5000 km², avec une population estimée en 1954 à environ 500 000 personnes. Ces 500 000 personnes sont reparties en 90 chefferies, des tailles plus ou moins égales. Donc les tailles sont différentes. Les chefferies n'ont pas les mêmes tailles. Donc, il montre que la forte densité des Bamileke les a poussés à émigrer dans d'autres secteurs du Cameroun, et plus précisément dans la région du Mungu. La zone du Mungu qui sera l'un des points chauds, l'un des points assez vifs de la révolution camerounaise, de la guerre d'indépendance du Cameroun. Donc, il montre que les Bamileke sont surtout sous-scolarisés. Contrairement, on va étudier les autres peuples, on va étudier les Douala qui étaient très avancés dans le domaine éducatif. Les Bamileke, dans le domaine éducatif, ne sont pas très avancés. C'est pour cela qu'ils partent d'abord, d'après Richard Joseph, ils vont d'abord dans le Mongo travailler comme ouvriers agricoles. Donc, ils travaillent dans les plantations des Européens et des populations du Mongo. Et ils sont surtout à la recherche du travail. Et ils précisent qu'en 1932, il va avoir la crise économique de 1928, et en 1932, les populations du Mungo, généralement les Mbo, qui étaient des planteurs, auront des difficultés pour pouvoir payer les salaires de leurs employés Bamileke, et vont commencer à les payer avec des terres.
et cela va occasionner une révolution dans le Mungo. Les Bamileke qui d'abord étaient des simples métayers, des simples ouvriers agricoles, vont devenir des propriétaires terriens. Et ils vont commencer également à exploiter, d'après toujours Richard Joseph, ils vont commencer à exploiter eux-mêmes leur lopin de terre. Et Richard Joseph va préciser que les Bamileke plus nombreux et plus dynamiques vont être très vite employés par les planteurs blancs, et les planteurs Bamileke qui se sont établis. Et l'influence que les Bamileke prenaient dans le Mungo va justifier, d'après Richard Joseph, va justifier que le Mungo sera une terre de violents affrontements dans la guerre d'indépendance. Donc, après avoir présenté les Bamileke, qui ont joué un rôle important, décisif dans cette guerre d'indépendance, il va présenter également le deuxième groupe qui était important à l'époque, c'est le groupe Paweng Beti ou bien le groupe Fang. Donc, il précise les subdivisions qui nous intéressent dans ce grand groupe. Il précise que les subdivisions qui nous intéressent sont les Ewondo qui étaient à l'époque à 400 000 personnes, évalués à environ 400 000 personnes, les Boulou qui étaient environ à 120 000 personnes, et les Fang qui étaient environ à 48 000 personnes. Il précise que ces groupes se démarquent des autres peuples de la forêt par le fait qu'ils ont une organisation politique fortement hiérarchisée. Donc, on sait que les sociétés, le grand groupe Paweng Beti, généralement, sont des sociétés égalitaires. Ce sont des sociétés banques égalitaires, mais parmi les sociétés égalitaires, il y a ceux qui ont eu des structures un peu plus hiérarchisées que les autres, et ils précisent ces grands groupes, les Ewondo, les Boulou et les Fang généralement. Donc, il précise qu'au sein de ces peuples, la colonisation a développé par la voie des missionnaires une intense activité éducative et l'expansion de la culture de rente. Donc, ces transformations vont jouer un rôle décisif dans la guerre d'indépendance. Il précise en troisième groupe qu'il étudie les Bassa et Bakoko. Les Bassa et Bakoko qui sont évalués en 1954, d'après les prescriptions de Richard Joseph, à 195 000 personnes. Et il précise que les Bassa sont reconnus pour avoir été l'un des groupes ethniques les plus résistants à la colonisation européenne. Ils ont résisté à tout le monde. Ils ont résisté aux Allemands, ils ont résisté aux Anglais, ils ont résisté aux Français. Donc c'est un groupe, une tribu assez résistante. Et il précise que les Douala ont été durement exploités par les Douala d'abord, par les Douala qui contrôlaient le commerce avec les Européens. Et ils se sont opposés à l'administration allemande, malgré les expéditions militaires que les Allemands ont envoyées pour les réprimer. Ils n'ont jamais cessé de s'opposer à cette administration. Et la construction du chemin de fer Mittel-Cameroun, reliant Douala à Yaoundé, va se solder par la prise de leurs vivres et main-d'œuvre. Donc leur territoire va être un champ de bataille assez rude pour la guerre d'indépendance. Et pendant la guerre franco-britannique, le territoire Bassa va également être un terrain d'affrontement, ce qui va leur coûter cher en termes de vie perdue. Donc, Richard Joseph précise que les Bassa étaient néanmoins très avancés sur le plan éducatif. Donc, ils sont les deuxièmes peuples les plus représentés dans l'administration, après les Douala, puisque les Douala sont les plus représentés, et après on va étudier les Douala, et ils sont les plus représentés dans l'administration à l'époque. Et Richard Joseph va également préciser que ce ne sont pas seulement les Allemands qui vont réprimer les Bassa sont également réprimés par les Français, durement réprimés par les Français, à cause de leur incessante résistance. On passe à l'autre groupe, au quatrième groupe. Le quatrième groupe que l'auteur présente ici, ce sont les Douala. L'auteur précise que les Douala sont environ 45 000 en 1954. Quand il fait ses analyses, les Douala sont environ 45 000 et les Douala ont d'abord établi leur hégémonie en jouant le rôle d'intermédiaire entre les Européens et l'intérieur, ce qui leur permettait de s'enrichir. Ils jouaient le rôle d'intermédiaire puisque ce sont les Douala qui habitent la côte. C'est pas eux, les Douala étaient la porte d'entrée au Cameroun, donc c'est pas eux qui jouent le rôle d'intermédiaire entre l'extérieur et l'intérieur. Donc ils tiraient profit de cet avantage pour pouvoir s'enrichir. Donc, ils sont en contact avec les Européens longtemps avant les autres peuples, puisque ce n'est pas Douala que les Européens entrent au Cameroun.
Et cette activité d'intermédiaire va cultiver chez les Douala un certain sentiment de supériorité par rapport aux autres peuples du Cameroun, d'après Richard Joseph. Donc, avec la colonisation en 1884, les Douala vont perdre leur rôle d'intermédiaire puisque les colons vont venir eux-mêmes commencer à commercer directement avec les autres peuples de l'intérieur, organiser tous les peuples de l'intérieur de la même manière. Et cette perte de l'hégémonie des Douala va cultiver en eux une certaine rancœur envers l'administration coloniale, envers la colonisation, qui leur a fait perdre leur hégémonie. Donc, néanmoins, les Douala vont entrer dans l'administration, ils vont se lancer dans l'économie de rente. Et l'auteur précise que les Douala, à l'époque, sont le peuple le plus représenté, le plus éduqué du Cameroun en termes d'éducation. Ils sont en avant, ils sont les premiers dans l'éducation. Donc, je disais, l'auteur précise que les Douala dans le domaine éducatif sont les premiers, ils sont les plus représentés dans l'administration du Cameroun. Ok. Donc, il prend également un autre groupe, un dernier groupe, le 5e groupe que Richard Joseph prend dans cette guerre d'indépendance du Cameroun. Il prend le 5e groupe sont les Peuls. Les Peuls sont environ à 395 000 en 1954. Donc, et les Peuls dominent les autres peuples du Nord Cameroun après des djihad lancés par Adama. Donc, la conquête allemande du Nord fut très difficile car les Peuls qui dominaient la région étaient d'excellents guerriers. C'est pour cela que quand l'Allemagne arrive, l'Allemagne trouve également un peuple de guerriers, un peuple qui est aussi en quelque sorte conquérant. Et c'est pour ça que la colonisation du Nord sera particulièrement difficile. Et quand l'Allemagne va réussir à dominer le Nord, d'après toujours Richard Joseph, les populations du Nord étaient d'excellents cavaliers et disposaient aussi d'armes à feu. Même si ces armes n'avaient pas la même n'avaient pas la même efficacité que les armes européennes, les armes allemandes, mais ils disposaient également d'armes à feu, ce qui va rendre la colonisation du Nord particulièrement difficile pour l'Allemagne. Et quand l'Allemagne va réussir à soumettre les Peuls du Nord, l'Allemagne ne va pas briser l'hégémonie, ne va pas l'Allemagne ne va pas briser la domination que les Peuls ont sur d'autres peuples du Nord. L'Allemagne va maintenir intacte cette domination. La France viendra plus tard également maintenir intacte cette domination des Peuls sur les autres peuples du Nord Cameroun. Donc, les peuples qui n'étaient pas Peuls dans le Nord subissaient alors une double colonisation, une domination Peul et une domination allemande, une domination étrangère, allemande puis française. Ce sont les données de Richard Joseph dans le mouvement nationaliste au Cameroun. Son ouvrage, je conseille à tout le monde de lire cet ouvrage. C'est un ouvrage de référence pour connaître l'histoire du pays. Et Richard Joseph, après avoir présenté les peuples qui ont joué un rôle important dans la lutte pour l'indépendance du Cameroun, montre alors l'influence anglaise. Il montre qu'en 1857, les Britanniques vont obtenir une base navale sur l'île de Fernando Poo. Et à partir de 1940, les autorités Douala vont commencer à signer des accords avec les Britanniques, avec les missionnaires anglais. Et le 14 janvier 1858 a été mis sur pied un tribunal à Douala pour résoudre les différends entre les chefs Douala et les Britanniques et les autres Européens. Et l'auteur passe au protectorat allemand sur le Cameroun. Et l'auteur précise, on sait que le traité germano-douala a été signé le 12 juillet 1884. Et l'auteur montre que la période allemande a favorisé le nationalisme camerounais dans la mesure où les Camerounais se basaient de l'Allemagne pour critiquer l'administration française. Puisque les Allemands, certes, étaient brutaux, mais ont mis des réalisations que les Camerounais ont vues. La France va être brutale, très brutale, mais les Camerounais ne vont rien voir que la France a laissé en termes de réalisation, en termes de construction. Donc les Camerounais vont commencer à comparer l'administration française, l'administration anglaise et l'administration allemande. Et quand les Camerounais vont comparer les trois, la France sera la pire des colonies, la pire des puissances coloniales. La France sera pire que tous les deux autres. Les Camerounais vont commencer à se baser de la colonisation allemande, de la colonisation britannique pour critiquer la France. Donc,
l'administration, bien la puissance française, l'influence française au Cameroun a été facilitée par la présence de deux firmes commerciales au Cameroun. Il s'agit de la firme Vormann et la firme Janssen und Dormalen. Ce sont des firmes allemandes qui ont facilité la présence allemande au Cameroun, qui ont facilité la colonisation allemande au Cameroun. Et également, on va aller sur le changement de capitale. Et la capitale du Cameroun sous l'administration allemande était Douala. Et la première capitale du Cameroun était Douala. Mais à cause de l'incessante résistance des Douala, puisque quand les Douala vont perdre leur hégémonie, ils vont commencer à critiquer, à s'opposer à la colonisation allemande. Et à cause de cette incessante opposition des Douala à l'administration allemande, le gouverneur allemand von Puttkamer, pour punir les Douala, va décider de transférer la capitale de Douala à Boya. Et quand malheureusement, à Boya, il y aura éruption du mont Cameroun, puisque le mont Cameroun est un mont volcanique, il y aura éruption du mont Cameroun, ce qui va pousser l'Allemagne à déplacer la capitale une fois de plus à Yaoundé, à déplacer la capitale à Yaoundé. Donc, le Cameroun a subi 3 capitales. La première capitale était Douala, la deuxième était Boya, et la troisième et l'actuelle capitale est Yaoundé. Donc, et l'auteur précise que le développement des plantations africaines favorise la concurrence avec celle des Allemands. Les Camerounais commencent à développer leurs propres industries, leurs propres entreprises qui commencent à rivaliser avec les Allemands, même comme l'auteur précise que les industries camerounaises, les entreprises camerounaises représentent que 2,2% des exportations en 1912. Mais déjà, cette création, ce désir d'hégémonie est quelque chose qui marque des esprits. Et l'auteur passe au condominium franco-britannique et bien évidemment, quand la Première Guerre mondiale commence, les forces françaises et les forces anglaises attaquent l'Allemagne au Cameroun. L'Allemagne va être vaincue en 1916. Et quand l'Allemagne est vaincue en 1916, la France et l'Angleterre se partagent le Cameroun et institue ce qu'on appelait le condominium, c'est-à-dire une administration conjointe entre la France et l'Angleterre. En attendant le mandat, on va passer au mandat et le condominium. Donc, et entre 1914 et 1916, c'est l'Angleterre qui a Douala et l'Angleterre va finir par céder Douala à la France. Et l'auteur Richard Joseph passe au mandat français. Il étudie, puisque c'est un résumé. Si vous voulez avoir en détail, c'est mieux d'acheter son ouvrage et vous lisez. Ici, nous ne sommes qu'en train de faire un résumé. Alors, le mandat français va de 1922 à 1939. Donc, l'auteur précise que les accords de mandat donnaient à la France le droit d'administrer le Cameroun. Donc, chaque année, la France devait envoyer des rapports à la commission de mandat et à la commission des mandats à Genève pour pouvoir montrer comment la France est en train d'administrer le Cameroun. Mais le mandat ne contrôlait pas les actions de l'administration française au Cameroun. Donc, peu importe ce que la France faisait au Cameroun, la commission des mandats ne regardait pas. La commission des mandats se basait tout simplement de lire les rapports que la France envoyait pour pouvoir s'assurer que tout se passe bien au Cameroun et que la France est en train d'administrer bien le Cameroun, puisque le Cameroun n'était pas la colonie française. Le Cameroun était un territoire sous mandat de la SDN, mais confié à l'administration de la France et à l'Angleterre. Donc, la France et l'Angleterre n'étaient que des puissances qui devaient aider la commission des mandats, aider la SDN à administrer le Cameroun et à conduire le Cameroun vers l'auto-administration, vers l'indépendance. Mais bien évidemment, sur le terrain, la France va faire exactement le contraire. La France et l'Angleterre vont administrer le Cameroun comme une partie intégrante de leur colonie. Donc, Richard Joseph continue en précisant que les Camerounais subissaient les travaux forcés et les travaux forcés, ils étaient administrés comme une colonie de la France. Et malgré cette dureté, les réalisations de la France étaient insignifiantes au Cameroun, ce qui créait une certaine colère envers les Camerounais, ce qui révoltait les Camerounais.
Et la France va pratiquer plusieurs politiques, la politique d'assimilation qui consiste à assimiler les Camerounais à faire des Camerounais des petits Français, à amener les Camerounais à pratiquer la civilisation française, vivre comme des Français, louer le Dieu des Français, s'habiller comme des Français, manger comme des Français, donc devenir en quelque sorte des Français, ce qu'on appelait l'assimilation. Et la France pratiquait cela au Cameroun et méprisait toutes les valeurs culturelles camerounaises. Tout ce qui était camerounais chez la France sonnait comme le mal, et la France combattait toute la culture camerounaise. Et Richard Joseph précise que les chefs traditionnels vont très vite entrer en désaccord avec leur population, puisque la France, avec son système d'administration directe, oblige les chefs traditionnels à prélever les impôts. Or, quand les chefs viennent prélever les impôts, quand les chefs viennent appliquer les décisions de la France, les populations se retournent contre les chefs. Donc, cela crée, en quelque sorte, cela dénature les chefferies traditionnelles. Le chef est devenu le chef est désormais perçu comme l'ennemi, puisque le chef collabore avec l'ennemi, le chef prélève les impôts pour l'ennemi, le chef impose aux populations d'exécuter des ordres que l'ennemi français est en train d'imposer aux populations. Or, d'après les accords de tutelle, les accords de mandat, je voulais dire, la France ne devait pas pratiquer les travaux forcés au Cameroun. Or, la France a pratiqué les travaux forcés au Cameroun, comme le précise Richard Joseph, et il précise que les indigènes étaient soumis aux travaux forcés et ne travaillaient pas seulement sur les chemins de fer, mais aussi dans les plantations des particuliers européens, c'est-à-dire un Européen pouvait rester, il décide d'attraper, il a son champ, il décide d'attraper des Camerounais pour aller travailler gratuitement dans son champ. On appelait cela des travaux forcés. C'est malheureusement la colonisation dans son côté le plus froid, dans son côté le plus dénaturant. Donc, Richard Joseph précise que parfois, les travaux forcés allaient même jusqu'à dépasser 9 mois. Donc, on t'attrape pour aller travailler dans la plantation européenne, et pour cela pendant plus de 9 mois, parfois même 1 an. Or, l'administration disait que les travaux forcés ne devaient pas excéder 9 mois, parfois ça allait même au-delà de 9 mois, parfois cela allait même au-delà des années. D'après ce que dit Richard Joseph, sans aucune rémunération, on ne payait pas, c'était une sorte d'esclavage. Et Richard Joseph précise que pour fuir ces administrations, pour fuir ces travaux forcés, beaucoup de populations du Cameroun sous administration française fuyaient vers le Cameroun sous administration anglaise, parce que le Cameroun sous administration anglaise était un peu plus humain que sous administration française, fuyaient pour aller dans le Cameroun britannique. Et ce sont ces groupes qui fuyaient du Cameroun français vers le Cameroun britannique qui vont constituer plus tard la base de la contestation de la colonisation dans le Cameroun britannique, et ceux qui vont revendiquer l'unification, la réunification des deux Camerouns. Donc, le Cameroun, Richard Joseph, autant pour moi, continue avec les missions et les écoles chrétiennes qui étaient présentes au Cameroun. Rappelons-nous qu'on est toujours en train d'étudier la situation du Cameroun avant la colonisation, avant la guerre d'indépendance, pas avant la colonisation, avant la guerre d'indépendance. Ce sont les événements, on est en train de planter, Richard Joseph est en train de planter le décor pour arriver à la guerre d'indépendance, pour arriver à la naissance de l'UPC. Qu'est-ce qui crée la venue de l'UPC, de l'Union des populations du Cameroun? Richard Joseph présente également les missions et les écoles chrétiennes et montre que le christianisme s'est développé au sud du Cameroun par la mise sur pied des missions chrétiennes qui à leur tour vont créer des écoles chrétiennes, puisque c'est les missionnaires qui la plupart des temps assuraient l'éducation. C'est pour cela que le christianisme s'est autant développé, puisque ce sont eux. L'administration coloniale avait presque rejeté l'éducation entre leurs mains. Ce sont eux qui assuraient l'éducation, la plupart du temps l'éducation. Donc, les écoles, on dit, les missionnaires vont créer les écoles chrétiennes, et le Cameroun va devenir l'un des territoires de l'Afrique subsaharienne ayant le plus haut niveau d'éducation primaire. Donc, en 1913, Richard Joseph précise qu'on comptait 40 000 élèves au Cameroun. Dans le cadre colonial, c'est beaucoup. 40 000 élèves au Cameroun. Et il précise que cette forte scolarisation aura un impact sur le développement du Parti nationaliste révolutionnaire au Sud Cameroun. Donc, et surtout, il précise encore le rôle de la mission presbytérienne américaine,
qui fut important dans la remise en cause de la domination française par les Camerounais. Donc, cette mission, ce sont les américaines, dont les États-Unis n'étaient pas une puissance coloniale. Naturellement, cette mission, l'église presbytérienne, avait plus la latitude de parler de la liberté, de parler des valeurs de la liberté que peut-être les structures, les églises qui dépendaient de la France, qui dépendaient de l'Angleterre, qui dépendaient des puissances coloniales. Et maintenant, Richard Joseph passe à la résistance à la domination coloniale. Puisqu'il y a eu plusieurs résistances, les Camerounais ne sont pas laissés faire. Les Camerounais ont résisté à la domination coloniale et Richard Joseph présente ces résistances. Et précise qu'avant 1945, les Camerounais n'avaient aucun droit politique. La France ne leur avait donné aucun droit politique. Et les tentatives du gouvernement allemand d'introduire une certaine autonomie dans l'administration locale en 1908 furent vite abandonnées par la France, puisque l'Allemagne a voulu quand même intégrer les populations locales à l'administration. On connaît les cas de Douala Mangabel, des Martin Paul Samba, qui étaient allés étudier à l'étranger pour pouvoir rentrer, aider la France dans l'administration, aider l'Allemagne, autant pour moi l'Allemagne dans l'administration. L'Allemagne cherchait à intégrer les Camerounais dans l'administration coloniale. Mais dès que la France prend le contrôle du Cameroun, cette politique est vite abandonnée. La France administre seule, pas besoin des Camerounais. La France se considère toujours comme, comment je vais dire, comme le tout-puissant dictateur, et appelons ça comme cela. C'est maintenant mon explication personnelle, et c'est pas ce que Richard Joseph dit dans son œuvre. On continue alors avec l'œuvre de Richard Joseph, dont la France va vite abandonner les politiques allemandes d'intégrer des Camerounais dans l'administration coloniale. Mais il y avait quand même les conseils consultatifs, où les Camerounais avaient un rôle consultatif. On les consultait seulement pour prendre des décisions. Et donc, les Camerounais n'avaient aucun poids de décision dans la période allemande. Donc, ils étaient juste là pour les consulter, pour être consultés. Donc, Richard Joseph précise que les demandes de changement au Cameroun, les demandes de changement, de réparation d'injustice étaient cataloguées par la France comme politiques et par conséquent subversives. Et ceux qui étaient entrés en contact avec les organisations à l'extérieur du pays, même la SDN qui était la puissance qui dirigeait le Cameroun, risquaient d'être persécutés pour leurs actes. Donc pour la France, vous ne devez pas entrer en contact avec l'extérieur et vous ne devez pas revendiquer. Vous devez tout simplement assumer, vous devez tout simplement subir. Et la France n'a pas pratiqué cela au Cameroun, la France a pratiqué cela partout. Donc quand Richard Joseph parle du cas du Cameroun, ce n'est qu'un cas à part, ce n'est qu'un cas typique de ce que la France a pratiqué partout dans ses colonies. Donc, Richard Joseph précise que malgré ces difficultés, le Cameroun a toujours été un lieu de résistance à l'ordre colonial. Donc, il précise qu'il est difficile de déterminer la période de naissance du nationalisme camerounais. Et il précise que ce sentiment était en germe dans le régime colonial lui-même, dès qu'il a été imposé. Donc, dès que l'administration coloniale, dès que l'Allemagne a pris contrôle du Cameroun, naturellement, la résistance des Camerounais est venue en même temps avec cela. Les Camerounais n'ont jamais accepté une domination étrangère. Ils ont toujours été résistants. La résistance fait partie de leur ADN. Donc, il montre que Richard Joseph précise que ce sont ceux qui ont signé le traité Germano-Douala de 1884 sur la colonisation qui seront les principaux combattants de cet ordre jusqu'en 1945. Ce sont les Douala qui vont le plus combattre la colonisation. Or, ce sont les chefs Douala qui ont signé. Ce sont eux qui vont le plus combattre cette colonisation jusqu'en 1945. À partir de 1945, d'autres peuples vont prendre la relève, dans la contestation de la domination. Mais avant 1945, les Douala avaient la palme d'or de la contestation, la palme d'or de la résistance à l'ordre colonial au Cameroun. Donc, beaucoup de Douala étaient alphabétisés avant même l'arrivée des Allemands. Ils étaient alphabétisés puisqu'ils étaient en contact avec les Européens longtemps avant la colonisation. Et leur contact prolongé avec, précise bien l'auteur, leur contact prolongé avec les marchands européens avait cultivé en eux la capacité de défendre leurs intérêts. Donc, ils vont résister à l'effritement de leur monopole commercial. Ils vont s'élever contre la création d'impôts. Ils vont refuser de payer ces impôts. Et le clan Akwa va envoyer
une longue liste de plaintes au Reichstag. Le Reichstag, c'est le Parlement allemand, et des délégués en Allemagne pour plaider leur cause. Donc, ce sont ceux qui ont institué la colonisation, qui seront les premiers, qui ont signé le traité Germano-Douala, pas qui ont institué, sont pas qui ont institué, qui ont signé le traité Germano-Douala, qui instituent la colonisation, qui vont être les premiers à résister à cette colonisation, qui vont le plus résister à cette colonisation, c'est-à-dire les Douala. Et Richard Joseph précise que le véritable combat commence en 1910, quand les autorités allemandes, le véritable combat des Douala, bien sûr, on est encore sur les Douala, le véritable combat des Douala commence en 1910, quand les autorités allemandes décident de les exproprier de leur terre le long de la côte. Les Douala vont envoyer plusieurs télégrammes au Reichstag. Le Reichstag, c'est le Parlement allemand. Vont envoyer des lettres qui seront publiées au journal allemand. Ils vont envoyer des délégués en Allemagne pour pouvoir plaider, pour pouvoir empêcher l'Allemagne de les retirer, de les chasser de leur terre du plateau Jos. Et en 1913, le clan Bell va être écarté de force du plateau Jos et banni par les Allemands. Et malgré les résistances des Douala, malgré tous les efforts des Douala, pour ne pas perdre, pour qu'on ne les chasse pas de leur territoire, l'Allemagne va prendre la décision de les chasser de leur territoire et s'installer en 1913. Et le 8 août 1914, Rodolphe Douala Mangabel, qui va porter la contestation, non plus seulement des Douala, des Camerounais en général, du Cameroun en général, puisqu'il va s'allier à d'autres chefs. Il va s'allier au chef Nello de Foto, il va s'allier à Martin Paul Samba, il va s'allier à d'autres chefs. Il y a un chef à l'extrême nord, son nom n'a pas été donné ici. Et tous vont être pendus, tous vont être assassinés le 8 août 1914. Donc, et le 8 août 1914, Rodolphe Douala Mangabel est pendu pour haute trahison. Donc, il est accusé d'avoir sollicité la collaboration d'autres chefs camerounais, comme et des puissances étrangères comme l'Angleterre pour chasser l'Allemagne du Cameroun. Donc, l'auteur précise, Richard Joseph précise que, quels que soient les motifs avancés, la pendaison de Douala Mangabel mettait fin à plus de 80 ans de confrontation entre l'Allemagne et les Douala. Les Douala n'ont jamais cédé. Donc, l'auteur précise qu'en plus des Douala, beaucoup de peuples continuaient de résister contre l'Allemagne. Il prend le cas des Bassa. On a vu que les Bassa étaient, la restante des Bassa, les Bassa ont résisté à tous les peuples. Les Bassa, leur résistance est légendaire. Ils n'ont jamais accepté une domination. Et il y a également, en plus des Bassa, il y a également les peuples de Bafia, puisque rappelez-vous que Bafia est le dernier territoire à tomber. Bafia la dernière résistance est celle de Bafia. C'est la dernière résistance à tomber. C'est le dernier territoire que l'Allemagne parvient à conquérir. Donc, il y avait également les Bafia qui continuaient de résister. Il y avait également les Peuls du Nord qui continuaient de résister. Donc, Richard Joseph précise que c'est en 1904 que l'Allemagne réussit à soumettre Bafia. Donc, c'est en 1904. La dernière résistance est celle de Bafia. Donc, et c'est avec la résistance, il précise que c'est avec la résistance de Bafia, c'est avec la prise de Bafia que l'Allemagne achevait sa colonisation du Cameroun entre 1989 et 1901. Une guerre opposait les Bétis aux Allemands. Donc, il y avait également les Bétis qui luttaient. Et entre 1889 et 1901, une guerre les a opposés aux Allemands. Partout, les populations du Cameroun ont résisté. Donc, je disais, partout les populations du Cameroun ont résisté contre l'Allemagne. Pas partout quand même, mais dans beaucoup d'endroits, les populations du Cameroun ont résisté. Parlant des Bétis, Richard Joseph précise qu'un de leurs, Martin Paul Samba, va tenter d'organiser une rébellion à partir de 1911 pour se débarrasser de l'Allemagne. Il va aussi être exécuté. Ils vont être exécutés, lui, Douala Mangabel, le même jour, Martin Paul Samba, le même jour, le chef Nello de Foto à Tchank, le même jour, et un autre chef au nord dont le nom m'échappe. Ça, c'est maintenant mon explication personnelle qui n'entre pas nécessairement dans cet ouvrage. Revenons encore à l'ouvrage. Donc, il y a au moins 4 chefs traditionnels qui vont être assassinés ce 8 août 1914 par l'Allemagne pour haute trahison. L'auteur précise, Richard Joseph précise en donnant un autre point dans l'entre-deux-guerres, c'est-à-dire la situation du Cameroun dans l'entre-deux-guerres, c'est-à-dire entre 1918 avec la fin de la Première Guerre mondiale et le début de la Deuxième Guerre mondiale en 1939. Alors, qu'est-ce qui s'est passé?
il précise que les Douala demandaient sans succès aux Britanniques qui occupaient Douala en 1914 d'annuler les expropriations faites par les Allemands. Puisque les Allemands on a vu que les Allemands les avaient chassés de leur terre, du plateau de Jos, des terres de Jos, du plateau de Jos et Bali, de leur terre. Et quand les Français vont chasser les Allemands, les Français vont les remplacer dans ces terres. Et les Anglais vont les remplacer sur ces terres. Les Douala vont encore mener un combat pour demander aux Anglais de pouvoir annuler cette décision d'expropriation et de leur restituer leur terre. L'Angleterre va refuser. Et quand la France reprendra également la position du Cameroun, la France refusera toujours de céder ces terres aux Douala, ces terres qui les avaient été prises brutalement de force par l'Allemagne. Donc, les Douala vont envoyer une pétition à la conférence de paix de Paris, à Paris, en soulignant la nécessité de garantir leurs droits individuels et leurs droits de propriété. Donc la pétition demandait le droit des citoyens pour les indigènes du Cameroun, puisque au Cameroun, les Européens avaient le droit des citoyens, les Camerounais étaient considérés comme des indigènes, ils n'avaient pas les droits politiques. Donc c'est ça la colonisation, c'est ça même la colonisation, pour ceux qui essaient souvent de vanter la colonisation. Voilà la colonisation. Donc, l'auteur précise qu'en 1921, les Douala vont informer le commissaire français de leur désir de devenir une république. On est en 1921. Les Douala désirent déjà faire du Cameroun une république. C'est-à-dire qu'ils veulent déjà leur indépendance. On est en 1921. Ils veulent déjà leur indépendance. Le fait de devenir une république. Donc, après l'échec de l'annulation, de l'expropriation, les chefs Douala vont proposer un plan de compensation. Quand les Français vont refuser de céder les terres, les Douala vont alors dire, faites alors une compensation et vous payez les territoires que vous avez occupés de force, puisque ces territoires nous ont été arrachés de force. Et le 19 août 1929, une autre pétition des Douala va demander la suppression de statut de mandat au Cameroun et le transfert du protectorat à la SDN. Autrement dit, les Douala vont demander aux Français de partir. Ils vont dire, on ne veut plus être administré par les Français et les Anglais. Faites-nous, on veut être administré directement par la SDN. Et quel est le poids de cette demande? Quand les Douala demandent d'être administrés, que le Cameroun soit administré directement par la SDN, ils savent que la SDN ne pourra pas faire des abus que la France est en train de faire au Cameroun. Et la SDN, puisque son rôle est d'accompagner le Cameroun à l'indépendance, la SDN va tout faire pour facilement préparer une élite camerounaise capable de diriger la nation camerounaise indépendante. Donc la pétition des Douala n'est pas fortuite. Bon, je sortais un peu et je reviens. Donc une pétition demandait la suppression du statut de mandat au Cameroun et le transfert du protectorat à la SDN. Et en décembre 1929, une autre pétition des chefs Douala critiquait le fait que toute puissance colonisatrice ne tolère pas l'idée d'autonomie nationale des colonisés. Donc, les Douala, depuis 1921, demandaient déjà l'indépendance du Cameroun. Et ils ont fait plusieurs pétitions pour demander pacifiquement cette indépendance. Pour ceux qui disent que l'UPC est allé trop loin, l'UPC a pris des armes, voilà que depuis 1921, cette indépendance du Cameroun était demandée. Et de la manière pacifique, puisque les Douala n'ont pas pris des armes. Ils demandaient pacifique. Ils ont écrit la manière que la loi autorise. Ils ont écrit pour demander, on veut déjà être indépendant. On veut être libre. On veut notre autonomie. Cédez-nous notre autonomie. Bien évidemment, la France va faire sourd oreille. La SDN va faire sourd oreille. Et l'ONU fera également sourd oreille quand on verra. Donc, on continue avec Richard Joseph. Donc, on disait que les Douala critiquaient le fait que toutes les puissances colonisatrices ne tolèrent pas l'idée d'autonomie nationale des colonisés. Donc, et cette pétition ne va pas seulement aller dans le cadre du Cameroun. Cette pétition critiquait le Libéria indépendant qui a embrassé la civilisation européenne dans tout son ensemble et demandait à la Société des Nations de leur donner la possibilité de mettre sur pied un modèle africain qui doit être basé sur les conceptions de l'Afrique. C'est pas très grand ça. Chers internautes, vous qui nous suivez, c'est pas déjà très grand ça. On est en 1929. Il critique, il n'y a que le modèle. Les Douala pensent à un modèle d'autonomie, de gestion du Cameroun
basé sur les réalités camerounaises, basé sur la culture camerounaise, pas basé sur la culturation. Donc, et le sentiment anti-français au Cameroun, on continue avec Richard Joseph, le sentiment anti-français au Cameroun prenait souvent la forme des associations pro-allemandes, puisque quand les Camerounais comparaient la période allemande et la période française, il n'y avait pas match, comme on dit souvent, il n'y avait pas match. La période allemande, certes brutale, avait des réalisations. La période française, brutale, cruelle, n'avait aucune réalisation. La France, malgré sa cruauté, ne construisait rien. La France était seulement là pour exploiter. Donc, le sentiment anti-français au Cameroun prenait souvent la forme des associations pro-allemandes comme le Cameroun eingeborenen Deutsch Gesinken Verein, dont plusieurs membres ont été emprisonnés par la France en 1934. Donc, pour manifester leur opposition à l'Allemagne, à la France, je voulais dire, les Camerounais créaient des associations pro-allemandes pour dire à la France qu'on préfère encore l'Allemagne. Eux, au moins, on voyait des avancées. Or, la France combattait toutes ces organisations. La France était d'une cruauté sans nul pareil. La France est une puissance qui ne comprend rien. Donc, on continue. Richard Joseph précise que, en plus des Douala, d'autres peuples du Cameroun menaient des actions similaires. Il prend le cas des Bamoun, dont la résistance était organisée autour du roi, du sultan Joya. Et on note des multiples résistances des Bassa, dont on connaît leur résistance. Des Bassa. On note surtout la résistance des Baya. Et les Baya à l'est vont organiser la plus dure des révoltes contre la France. La France va mettre plusieurs mois d'intervention militaire pour pouvoir briser cette révolte. La révolte des Baya à l'est. Donc, les Baya vont organiser une grande révolte qui prit la tenue insurrectionnelle. Donc, la France va mettre plusieurs mois d'intervention militaire pour pouvoir réprimer cette révolte. Donc, voilà le chapitre 1 de notre ouvrage de Richard Joseph, le mouvement nationaliste au Cameroun.